Retour à question d'actualité avec Jean-Philippe Trottier sur les ondes de Radio VM. Alors la France a beaucoup fait parler d'elle ces 2 derniers mois. D'abord, il y a eu les attentats du 13 novembre, puis la conférence des Nations Unies sur le climat, un grand succès du reste. Autour de cet événement international se sont déroulées les élections régionales qui ont confirmé l'inexorable attrait du Front National pour de plus en plus de Français. Panique dans la classe politico-médiatique française et sursauts républicains auront une nouvelle fois douché les espoirs de ceux qui sont tentés par l'extrême droite. Mais pour combien de temps encore? Et a-t-on bien pris la mesure de ce vote et de ce qui se passe dans la population française? Mathieu Bocoté y a réfléchi, a accordé en fait un article dans le Figaro, le journal français. Bonjour Mathieu. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu le mécanisme des régionales avant d'entrer dans le vif du sujet. Tout simplement, c'est le système politique français à 2 tours. Oui. Alors, le premier tour, je dirais, on vote pour celui qu'on préfère, et au deuxième tour, on vote contre celui dont on ne veut pas. Alors, ce qui fait, dans le cadre des régionales, des présentes régionales, que le Front National a été capable de faire, le vocabulaire est peut-être pas le bon, mais une percée. C'est-à-dire, disons, oui. Il a poursuivi sa progression. Il est arrivé premier dans quelques régions. On croyait qu'il pouvait peut-être, enfin, plus ou moins 3-4. à tout le moins 2, c'est-à-dire PACA, donc le provincial Côte d'Azur, et le nord de la France, et le nord Pas-de-Calais. Donc Marion Maréchal Le Pen au sud et Marine Le Pen au nord. La tante et la nièce, faut le faire. Hein? Voilà, c'est un parti familial. Et au deuxième tour, donc, il y a eu une mobilisation de tous les partis, disons, de gauche et de droite, centre-gauche, centre-droit. Les partis respectables. Les partis gouvernementaux officiels, pour le dire ainsi. Donc, d'un côté, les Républicains, l'ancienne UMP, et de l'autre côté, le Parti socialiste, qui se sont, pour l'essentiel, à peu près partout, pas partout, mais à peu près partout, rassemblés d'une manière ou de l'autre. Il y a eu des désistements de listes et tout ça pour que lorsque le Front National avait une chance de passer, pour bloquer le Front National. Le blocage a réussi. Le Front National a rencontré ce qu'ils appellent là-bas quelquefois le Front républicain, ou à tout le moins des désistements républicains, pour empêcher l'arrivée au pouvoir dans certaines régions du Parti populiste. J'ai l'impression d'un déjà-vu. C'était en avril 2002, je pense. Jean-Marie Le Pen était arrivé pas juste, il avait battu les socialistes d'un quart de poil. Évidemment, sous Chirac, tout le monde s'est dit gauche et droite ensemble pour contrer le Front National, qui a été éliminé. Et j'ai l'impression que c'est chaque fois que le Front National grimpe ou cause des surprises, panique dans la classe médiatico-politique. On parle alors la vague bleu marine est devenue la vague brune, en référence au nazisme. La France xénophobe qui est épouvantable. On parle de Vichy, on parle de fascisme. Et cette fois-ci, on a encore une fois l'impression d'un disque rayé. Oui, alors il y a 2 choses. D'abord, vous avez raison de dire, il y a un parfum de 2002 là-dedans, sauf que de 2002 à aujourd'hui, le Front National a connu une nette progression. C'est-à-dire, il est dans certaines régions, il atteint le 45%. On l'a vu aux européennes il n'y a pas longtemps. On l'a vu aux européennes aussi, où il devenait le premier parti de France selon la formule consacrée. C'est ça. Alors, et de 2002 à aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une mue dans ce parti, principalement associée non seulement à l'arrivée de la fille, mais à la rupture entre la fille et le père, qui n'ont pas nécessairement la même culture politique, pour le dire d'un euphémisme. Elle a dédiabolisé le parti. Son objectif était de dédiaboliser. Son objectif était de dédiaboliser. On constate qu'aujourd'hui, la diabolisation fonctionne encore, à tout le moins dans le système médiatique et politique. Voilà. Et chez une grande part des électeurs, mais cela dit, le parti, le Front National, continue de progresser. Cela dit, vous avez tout à fait raison de dire, le Front National est accueilli par une partie importante du système médiatique et politique à travers des formules comme le retour des années 30, la vague brune. Les années 30, c'est-à-dire la tentation fasciste en France. La tentation fasciste qui va conduire... Les journées de février 34 et tout ça, là. Oui, c'est moins à février 34 qu'on pense quand on dit ça qu'aux années 30 européennes en général. D'accord. Donc c'est une manière de nazifier ou de fasciser par association, par effet d'amalgame, le Front National. Et ce que plusieurs notent, je crois assez justement, c'est que cette nazification du Front National, cette fascisation du Front National, cette espèce d'antifascisme carnavalesque, pour reprendre le titre de mon papier du Figaro, eh bien, il ne fonctionne plus. Et si on veut comprendre le Front National pour mieux lutter contre lui et le faire regresser, il s'agit peut-être moins de jouer justement la carte de l'antifascisme anachronique
que de comprendre pourquoi ce parti progresse, à quelles aspirations il répond et comment les grands partis de gouvernement pourraient reprendre ces aspirations pour enfin faire reculer le Front National. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance malheureusement trop humaine, Mathieu Bocoté, de dire quand on crie à l'antisémitisme, ça provoque l'antisémitisme. Quand on crie à l'homophobie, ça va provoquer tôt ou tard l'homophobie. Quand on crie au racisme, ça va provoquer le racisme. Quand on crie au populisme, ça va provoquer le populisme. Je veux dire, qu'on dénonce ces choses-là, on s'entend, vous et moi, là-dessus. Mais quand on en fait plus un anathème, une invocation, quand on hystérise ou sacralise, si vous voulez, ces termes ou ces qualificatifs, on est loin de calmer la bête. On l'excite encore plus. Bien sûr, je crois que une partie du socialisme français ne croit pouvoir se maintenir en politique qu'en hystérisant justement le débat public, en disant c'est la menace fasciste, donc ne serait-ce que la grandeur, je dirais la force prêtée à l'ennemi donne par effet de contraste ma propre grandeur morale dans ma lutte contre lui. Et on pourrait dire que lorsque les socialistes n'ont plus de programme, au moins ce qui leur reste, c'est la défense de la République, de leur point de vue, contre le FN. Mais alors là, c'est à ce moment-là qu'un peu d'histoire n'est pas de trop. Ce qu'on doit constater du Front National et des autres partis populistes européens, c'est qu'ils ont moins prospéré, à tout le moins dans le cas du Front National, c'est particulièrement vrai, ils ont moins prospéré sur leur propre créneau historique, qu'on pourrait dire l'extrême droite historique française, ce autour de quoi ce parti se crée au début des années 70, qu'ils ont progressé en s'appropriant des thèmes qui étaient autrefois ceux de la gauche et de la droite républicaine et qui ont été sacrifiés par la gauche et la droite républicaine. La nation? Ben voilà, à droite, il y a eu, à partir de la chute du mur de Berlin, on pourrait dire la deuxième moitié des années 80, et on pourrait même remonter aux années Giscard, cela dit, à certains égards. 74-81. Voilà. On pourrait dire qu'il y a eu un sacrifice de la nation et des valeurs traditionnelles et des valeurs d'autorité traditionnelle et tout ça pour un discours exclusivement centré sur la recherche de modernité, le libéralisme mondialisé, l'individu consommateur et ainsi de suite. Et à gauche, il y a eu, depuis les années 80, ou c'est en fait 70 idéologiquement, mais 80 politiquement, un sacrifice progressif de la défense de la justice sociale, des travailleurs, de la solidarité ouvrière, des classes populaires. On a sacrifié ça pour faire la promotion du multiculturalisme, de l'antiracisme entre guillemets, la sacralisation de toutes les minorités et la disqualification aussi de la France populaire qui devenait soudainement, parce qu'elle voulait conserver son identité nationale, on dit la France des beaufs, la France des racistes, la France nauséabonde. Donc le Front National, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été capable de récupérer à la fois le désir de nation et à la fois, je dirais, la défense appelons ça d'une certaine idée du travailleur ordinaire, entre guillemets. C'est intéressant parce que quand Jörg Haider a été élu au début des années 2000 en Autriche, à quel poste, un poste très élevé en tout cas. Gouverneur de Carinthie ensuite, mais d'abord et avant tout, il avait fait percer aux élections autrichiennes. Et on se souvient de l'Europe, l'élite européenne avait crié au nazisme, au scandale, on avait ostracisé l'Autriche, c'était scandaleux d'avoir ce chancre dans le corps européen, n'est-ce pas? Et curieusement, c'est que tout le monde s'était ébahi de voir que qui constituait un des grands pans de l'électorat de Haider, c'était les communistes. Oui, les ouvriers, qui votaient communistes avant. Alors, et le Front National également récupère des gens, les petits blancs, qui votaient notamment à gauche. La formule est de Pascal Perrineau, si je ne me trompe pas, qui parlait longtemps, un politologue français, qui parlait de gaucho-le-pénisme, c'est-à-dire dans les années de Jean-Marie Le Pen, en disant une partie du vote communiste, c'est peu à peu, pour reporter vers le Front National pour différentes raisons. Une de ces raisons-là, c'est que le Front National devenait le parti tribunicien. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire le tribun du peuple, le protestataire officiel, le parti d'opposition au système. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen était un fabuleux tribun. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, il avait un ton tribunal. Je crois que même ceux qui vomissaient ses idées ou sa personnalité constataient qu'il avait un talent oratoire sans aucun doute. C'est ce que disait François Mitterrand et bien d'autres, c'est-à-dire ils avaient avec lui un redoutable adversaire, mais qui était aussi un homme qui avait l'esprit, c'est-à-dire mais l'esprit potache, c'est-à-dire qu'il se complaisait dans le rôle du diable de la République. Et d'ailleurs, on a vu chez Jean-Marie Le Pen à partir du début des années 90 une forme il s'est reconnu lui-même dans le rôle du diable et il a accepté son autodiabolisation parce que ça lui confiait une fonction dans le système politique français. Il y a des personnalités comme ça, c'est curieux. Je pense à Bernard-Henri Lévy, par exemple, l'intellectuel entre guillemets, et bien pensant et tout ça, que beaucoup de gens détestent. Plus on le déteste, plus il rebondit. Oui,
alors ça, c'est un peu la même psychologie, on dirait. Je crois qu'il c'est pas le même club politique. C'est pas le même club politique, loin de là. Mais le tropisme psychique est le même. Il n'apprécierait pas la comparaison. Mais cela dit, donc oui, le Front National était capable de récupérer une partie du vote communiste, qui était un vote, on pourrait dire, un vote protestataire sur le fond des choses. Donc, il conjugue à la fois, il faut bien voir, une capacité protestataire. Il a récupéré le désir de nation, même s'il l'exprime très mal, c'est le moins qu'on puisse dire, il le traduit très mal. Désir de nation, le politique. Ça, c'est autre chose, j'y arrive. Le désir de nation abandonné par la droite, c'est comme si la droite avait fait le cadeau de la nation au Front National. Il a abandonné on pourrait dire, il a récupéré le désir de peuple. J'entends peuple au sens de classe populaire que la gauche avait sacrifié au nom des minorités. Et en plus, dans un système, dans une époque, pour le dire ainsi, qui nous dit que le politique ne peut rien faire et qu'il n'est que logique d'adaptation aux exigences de la mondialisation, il en vient même à récupérer le désir de politique, c'est-à-dire la capacité d'avoir une emprise sur le collectif. Et le Front National, autrement dit, pourquoi il réussit, je dirais non seulement à progresser, mais à renaître souvent, c'est qu'il capte des aspirations souvent légitimes, mais qu'il les déforme ensuite. C'est le moins qu'on peut se dire, il n'en livre pas une traduction tout à fait sympathique. Mais il réussit quand même à s'instituer dans le système politique. La formule de Finkielkraut est finalement la suivante. L'écrivain, l'académicien, le philosophe, l'immortel. On a plusieurs Finkielkraut dit, on a fait au Front National le cadeau du réel. Il serait bien de lui contester ce rapport au réel pour que les partis de gouvernement soient de nouveau capables de gouverner. C'est pas compliqué. Le programme économique du Front National est embryonnaire. Je veux dire, ça, on peut lui contester, cet accaparement du réel. Non, le Front National, par exemple, son programme économique, c'est assez... Sortir de l'Europe, on peut revenir au franc, politique de gauche. Alors, il y a plusieurs programmes économiques au Front National. C'est-à-dire, si on pense au début des années 80, le Front National se présente comme le Reagan français. D'ailleurs, il y a une photo, le père Le Pen serre la main de Ronald Reagan et tout ça. Et le Front National, à ce moment-là, est héritier du poujadisme, donc le mouvement protestataire des petits commerçants des années 50, non, des années 50 en France. Et d'ailleurs, Le Pen sera d'abord élu comme poujadiste. Mais quoi qu'il en soit, son premier programme économique, pendant longtemps, en fait, c'est un programme assez libéral, ultra-libéral en un sens. À partir des années 90, avec la chute du mur de Berlin, l'arrivée de la mondialisation, il va faire une forme de libéral protectionnisme, pour le dire ainsi. Avec Bruno Maigret, dans les années 90, il va avoir une tentative de récupération de la question sociale. Je veux bien, Mathieu, mais on simplifie un petit peu. Non, c'est un peu compliqué de vous raconter. Je m'explique en un mot. En gros, le Front National n'a pas de constance dans son programme économique. Bon, c'est déjà un point. Lorsqu'il y a un programme économique, il y a une inconsistance idéologique majeure. Aujourd'hui, il se réduit à l'essentiel, à la sortie de l'euro et à la rupture avec la mondialisation. Exact, oui. Et plusieurs lui disent... ça suffit? Je crois que plusieurs lui disent, et c'est le problème qu'il a avec l'électorat, un électorat de droite qui est assez, je veux dire, qui pourrait basculer vers lui, mais plusieurs disent ce sont des aventuriers, des téméraires économiquement qui vont ruiner les retraites, qui vont ruiner l'économie française, et ils refusent de se rallier à ce parti qui finalement, économiquement, très à gauche. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais de politique socialiste, enfin de gauche, en tout cas pour le Front National actuellement. Mathieu Bocoté, donc, le deuxième tour des régionales le 13 décembre dernier a vu écraser, donc relégué aux marges pour l'instant, le Front National. La prochaine échéance électorale, c'est les présidentielles en 2017. Et y a-t-il pas un danger de voir le Front National remporter la mise alors qu'il n'a jamais contrôlé quoi que ce soit à part quelques mairies? Ils n'ont pas l'habitude de la gestion. Il n'aurait pas été plus sage, entre guillemets, de leur donner une ou deux régions pour que soit qu'ils se cassent la gueule, soit qu'ils fassent leurs preuves en 2015 pour voir ensuite en 2017. Parce qu'en 2017, on est dans l'inconnu le plus total et les scores du Front National ne vont pas s'évanouir comme ça en 2 ans. Et plusieurs reprochent, s'inquiètent avec raison du fait que voilà un parti d'amateurs finalement. Que confier la France, qui est quand même, à ce que j'en sais, un pays qui fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un pays qui a, on peut faire le portrait de ce qu'est la France. Plusieurs s'inquiètent justement de l'amateurisme de ce parti qui quelquefois même rassemble soit les exclus du système, des aventuriers politiques, et même dans les cadres qu'il rassemble. Alors là, il y a deux questions. Est-ce que d'un côté,
le Front National espère toujours prendre le pouvoir seul. Pour l'instant, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire prendre le pouvoir seul? C'est-à-dire, il réussit à provoquer un tremblement de terre et il devient l'alternative du jeu politique français. Voilà. Ou est-ce qu'il réussit à créer des alliances? Et alors là, des alliances avec qui? Eh bien, là, il y a tout ce qu'on appelle la droite hors les murs en France. La droite hors les murs, c'est-à-dire c'est cette droite... Hors de Paris, c'est ça? Non, pas exactement. C'est cette droite qui ne veut pas du Front National parce qu'elle ne se reconnaît pas dans la culture politique protestataire et extrémiste de ce parti, mais qui ne croit plus dans la droite républicaine classique qui, dans les faits, aurait été satellisée idéologiquement par la gauche. Oui. On peut penser à des hommes comme Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Patrick Buisson, toute une droite qui, autrement dit, est Nicolas Dupont-Aignan, une droite qui est orpheline politiquement. Mathieu Bocoté, alors ma question, c'est que est-ce qu'il y a une figure qui peut émerger, qui puisse fédérer toutes ces droites hors les murs ainsi que le Front National? Alors, bon, vous connaissez Geoffroy Lejeune, peut-être, qui est un journaliste à Valeurs Actuelles, qui a écrit un livre, Une élection ordinaire, qui explique comment en 2017, finalement, le Front National ne réussit pas à percer, Sarkozy s'effondre, et c'est Éric Zemmour qui fédère toutes ses forces dans une espèce d'alternative de droite conservatrice. Donc, la thèse dans le livre était que le fédérateur politique viendrait de l'extérieur des partis qui existent déjà. Au-delà du plaisir littéraire ou du plaisir de la politique fiction, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a différentes figures qui cherchent à faire des ponts en ce moment, Vous avez même la nièce Le Pen, soit dit en passant, et Marion Maréchal en train de Le Pen, détrôner la tante. Hein? Ou certains le disent. À tout le moins, il y a une partie de la droite, on pourrait dire parlementaire, officielle, légitime, qui a un flirt politique avec elle. Tout ça pour dire, en un mot, on peut s'attendre, à tout le moins c'est mon sentiment, que le parti ne remportera certainement pas 2017. La question est de savoir s'il parvient, contre qui il arrivera au deuxième tour. S'il arrive au deuxième tour contre Nicolas Sarkozy... Attendez, précisons une chose, Mathieu, c'est que la présidentielle française également est à deux tours. Hein? Alors, si le Front National arrive au deuxième tour contre Nicolas Sarkozy, on peut s'attendre effectivement à une vague massive pour Sarkozy pour bloquer le Front National. Mais si le Front National arrive au deuxième tour contre François Hollande, autrement dit contre la gauche, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'une partie importante de la droite décide, ben là, c'est à ce moment-là qu'on rompt avec le consensus officiellement républicain. On ne vote pas Hollande, on se rallie au Front National. Et imaginons que le score soit 60-40 pour Hollande. Imaginons qu'il y ait un attentat gigantesque avant les présidentielles, 1 ou 2 mois. Oui, ben ça c'est... Là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Oui, vous avez raison, mais laissons de côté l'attentat, qui effectivement pourrait changer les choses. Les attentats. Et ramenons tout simplement la possibilité, un deuxième tour, Hollande et Marine Le Pen. Il va se représenter, lui? Je crois que oui. Et bien, dans ce cas-là, ça pourrait provoquer une petite révolution politique dans le système français. On regarderait ça avec, je dirais, inquiétude un peu partout sur la planète. Cela dit, ça va être intéressant à analyser. Et vous resterez avec nous pour nous offrir ces chroniques passionnantes, Mathieu Bocoté. C'est la dernière chronique avant Noël et le jour de l'an. On vous en souhaite de beaux. Ah, mais absolument, bien évidemment. Vous mangerez beaucoup, vous vous reposerez, vous allez écrire encore une fois. Vous êtes boulimique là-dedans. Je mangerai beaucoup, je me reposerai peut-être, et j'écrirai certainement, et j'aurai grand plaisir à vous revoir en janvier. Mathieu Bocoté, merci infiniment. On se retrouve la deuxième semaine de janvier. C'est donc la semaine du 11, le 13 ou le 14, vous serez la prochaine fois donc dans cette émission. Merci beaucoup. Au grand plaisir.